Votre fidélité sur la Fondation Maloua nous honore, Madame, Monsieur. Bienvenue dans cette grande édition du journal Vespéral sur votre chaîne. Ouvrons cette session d'information avec cette courte information. Réforme pour redresser le système judiciaire en RDC. Constant Moutamba a promis, entre autres, la création d'un tribunal spécial contre la corruption et la condamnation, essentiellement aussi la construction d'une prison pour les détourneurs des fonds publics. Les candidats malheureux à l'élection de 2023, décembre dernier, envisage également des procédés ou encore de actionner concernant des réformes judiciaires pour booster essentiellement le secteur de la justice en République démocratique du Congo. Nous allons revenir avec fort détail dans le prochaine édition. Autre chose à présent, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a tenu une réunion ce mardi avec le membre du gouvernement Suminwa. Il s'agit essentiellement de la prise des contacts et le membre du gouvernement, chacun sait désormais qu'est-ce qui lui attend comme tâche et comme engagement à affilier essentiellement concernant le nouveau gouvernement qui devra prêter serment et investir dans le tout prochain jour dans l'Assemblée nationale. Suivez. Récemment investi à la tête du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe a été reçu le lundi par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement a présenté au chef de l'État sa vision du député national relooké dans son estime et sa considération. Sans surprise, la question de l'investiture du gouvernement est largement revenue au cours de leur entretien. Face à la caméra, Vital Kamerhe ne balbutie pas, le gouvernement sera bien investi avant le 12 juin prochain. Et ça sera entre le 10 et le 11, pas un secret, parce que nous devons d'abord recevoir Madame la Première ministre avec son programme, et celui-ci sera multiplié en 5 exemplaires que je remettrai à chaque député. Et selon les règlements de l'intérieur, chaque député devra s'en imprégner pendant 48 heures. Donc je ne sais pas faire autrement. Donc Madame la Première ministre, qui nous suit à ce moment, si elle veut être investie le 10, elle doit déposer le 8. Reconnaissant le mécontentement affiché par certains chefs de regroupements politiques de l'Union sacrée après la sortie du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale en appelle à la retenue et à la priorisation de l'intérêt général. Nous devons mettre fin à ce genre de discussions qui nous dégradent parfois. Nous devons trouver des solutions à nos problèmes sans donner l'impression au peuple que nous sommes en train de nous partager un gâteau derrière son dos. Et voilà pourquoi nous allons parler avec les députés. Je vais parler avec le président de la République. Il m'a en tout cas rassuré que la province d'Imaniema qui était oubliée va être finalement reprise dans le gouvernement. Je voulais voir le président va commencer les consultations des différents groupements politiques de maires qui sont représentés et à l'Assemblée nationale et qui ont eu des ministres au gouvernement. Il avait lui aussi été investi il y a peu comme président du bureau provisoire du Sénat et le demeure malgré l'élection d'un nouveau doyen, règle constitutionnelle oblige. Pascal Kindwelo a, dans une démarche institutionnelle, présenté au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi l'évolution de la procédure devant conduire à l'élection du bureau définitif de sa chambre. Le bureau d'âge a un timing pour préparer les bureaux définitifs. Et là, nous sommes satisfaits parce que mes collègues sénateurs et moi-même, et nous sommes réellement dans le bon. Et dans le sens que d'ici 10-15 jours, et le bureau d'âge aura terminé sa mission qui lui est confiée par la Constitution et les règlements d'âge. Ce n'est donc plus qu'une question de jours pour que toutes les grandes institutions du pays soient légalement investies. Le chef des confessions religieuses de la RDC et autres serviteurs des dieux ont accompagné les fidèles des églises du Congo étaient ce lundi à l'esplanade du palais et du peuple pour une prière pour la nation. Son éminence Mangelesi Lubasa, chef de la CRE-TBM, a aussi saisi cette occasion pour informer et ou encore demander, implorer, dirais-je, la grâce divine sur les Congos afin que son amour puisse
puisse s'y répandre, surtout à ce qui concerne l'amour du prochain, soit aussi le partage pour chacun des Congolais. Fifi Kalumbwe et Torres Satibou étaient présents. L'insécurité criante qui sévit en République démocratique du Congo ainsi que plusieurs autres questions qui fâchent dans la gestion de la République sont là les leitmotifs de cette prière pour la nation organisée par les chefs des confessions religieuses et autres serviteurs de Dieu de la RDC qui aspirent à une paix durable au Congo. La mobilisation des Congolais venus pour cette prière pour la nation en est une preuve palpable. Les chefs des confessions religieuses et plusieurs autres serviteurs de Dieu ont chacun à son tour imploré les Très-Hauts pour que la paix règne à jamais en République démocratique du Congo. Amen. Éclaire, lui comble de la sagesse et des capacités pour lui permettre de remplir convenablement ses fonctions et charges au sommet de l'État pour le bien de notre peuple. Nous lui prions également de donner la même sagesse aux deux chambres du Parlement en vue de s'acquitter avec abnégation de leur tâche dans la satisfaction du plus grand intérêt de notre population. Sans aller par les dos de la cuillère, le chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV à Longo, son éminence Mangele Silubassa, a appelé à l'amour du prochain, l'un des sujets à la base de la déstabilisation de la nation congolaise, a-t-il souligné dans sa prière. Cohésion nationale, Bolingo le peuple congolais qui est Woti, Akoko na biso bazalaki na Bolingo, jamais mokili mpungu tulendo, osengi mokolo na lelo, les trois esika ya pale du peuple yoka biso nzambe mokili. Zongisa Bolingo le peuple congolais, tolinga na lokola ki bakoko na biso. L'archevêque général Ejibaya Mampia a à son tour insisté sur la trahison et la manipulation, le point qui freine le développement du pays. Le plan socio-économique et de la nécessité de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité comme condition préalable à la mise en œuvre de l'agenda pour le bien-être des fils et des filles de notre pays, tel que prôné par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État. Tout s'est déroulé dans une ambiance d'amour et de paix pour la République démocratique du Congo. Commémoration du 14e anniversaire du double assassinat, Floribert Chebeya et Fidel Bazana, la famille biologique et activiste de droits de l'homme humain exige un procès juste pour condamner les auteurs de ces crimes, pendant que le président de la CNDH, Paul Sampoumoukoulou, salue l'accompagnement du président de la République pour cette lutte. C'était au cours d'un recueillement organisé au mausolée érigé en Célé. Fifi Kalumbwe nous en dit plus. 14 ans après leur disparition tragique, c'est désormais ici, au mausolée érigé au village Kindobo, dans la commune de Lancélé, que reposent ces deux activistes de droits humains, Floribert Chebeya et Fidel Bazana, assassinés le 1er juin 2010. Ce recueillement organisé en ces 14e année de la commémoration de cette triste disparition est un moment de consternation, mais également des réflexions sur les combats de ces vaillants défenseur des droits de l'homme dont le souvenir fait couler les larmes. Floribert, devant tout le monde, je suis revenu avec tes enfants, devant tout le monde, pour s'incliner devant toi, parce que tu es notre amour, un amour qui nous manque. Merci pour tout.
Avec les larmes aux yeux, la veuve et les enfants Chebea exigent la réouverture d'un nouveau procès pour sanctionner les présumés auteurs de ces meurtres. Que l'on restitue le reste du corps de notre oncle et père, Fidel Bazana et Dadi, afin qu'il bénéficie d'un enterrement digne selon nos coutumes bantoues. Que le père fondateur de l'organisation non gouvernementale La Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme soit décoré à titre posthume et élevé au rang de héros national pour le travail qu'il a abattu en RDC, en Afrique et au-delà des frontières pour la promotion et la défense des droits et libertés fondamentaux. Ses collègues activistes des droits humains de la VSV qui militent jusqu'à ce jour pour pérenniser son combat ne comptent pas dormir paisiblement sur les lauriers tant que l'impunité demeure dans ces dossiers. Ensemble, la veuve Floribert Chebeya, les défenseurs des droits de l'homme nationaux et internationaux, les acteurs sociopolitiques de l'opposition de l'époque, et de nombreux partenaires internationaux épris de justice et du respect de la dignité humaine, du respect du premier des droits humains, en l'occurrence le droit à la vie, nous avons tenu bon en exigeant que justice soit rendue à Floribert. Le président de la CNDH, Paul Sampou-Moukoulou, compagnon de lutte de Floribert Chebeya, a témoigné sa gratitude au président de la République qui accompagne les activités de droits humains et les familles de la victime à cette lutte. C'est un temps pour lequel nous allons toutefois nous souvenir de vous, cher Floribert, cher fidèle. Nous reviendrons ici à chaque fois nous ressourcer. Après les recueillements, le programme s'est poursuivi à la paroisse Notre-Dame de Fatima à la Gombe, où a eu la projection du film Affaire Floribert Chebeya, un crime d'État, puis la messe d'action de grâce en mémoire de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Et les éléments de la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa sont interdites de porter les armes en dehors de leur heure de service. L'instruction a été donnée par le patron de la PNCV de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Suivez les détails avec Rudy Nanzei. C'était en général Blaise Kilimbalimba serein et déterminé devant les commandants de nouvelles unités de la police nationale congolaise. Le patron de la police pour la ville a imposé l'interdiction stricte aux policiers de porter des armes en dehors de leurs heures de service. Cette mesure vise à recadrer les éléments perturbateurs au sein de la police nationale congolaise dans la société. Il était question de ranger nos hommes en ordre de bataille. C'est que il y a eu une mise en place partielle et l'objectif de cette mise en place devait être bien assimilé et bien compris par les uns et les autres. L'objectif, c'est d'avoir les résultats sur le terrain. C'est d'avoir une police qui répond aux besoins de la population. C'est ainsi que nous avons pris tout notre temps dans le cadre de la formation continue, de rappeler toutes les instructions qui ont été données afin de restaurer l'autorité de l'État. Il s'est agi entre autres de la lutte contre les nuisances sonores, aussi des marchés pirates, et nous avons demandé aussi aux policiers qui ne sont pas engagés, qui ne sont pas des services, de rester dans les casernes et de ne pas toucher aux équipements spécifiques de la police, c'est-à-dire les armes par exemple. Ils ne doivent pas toucher aux armes lorsqu'ils ne sont pas à mission officielle. Là, il a fallu que nous puissions insister. Et voilà tout pour cette parade de causerie morale d'aujourd'hui. Le patron de la police pour la ville de Kinshasa a en outre rappelé à ses troupes la discipline en vue de leur concentration sur la protection des personnes et de leurs biens. Un coup d'État raté en République démocratique du Congo. Le dimanche 19 mai dernier, la CNDH condamne avec la dernière énergie les auteurs de cet acte longtemps banni en RDC. Paul Sampou-Moukoulou, président de cette institution, a par ailleurs indiqué que la CNDH va se prononcer après les résultats des enquêtes de ces drames. Détails dans ce reportage.
Sans aller par les dos de la cuillère, Paul Sapou Moukoulou, président de la SANDH, est sorti de son silence pour condamner le mode de la prise du pouvoir par les armes, une tentative tentée et ratée à Kinshasa au Palais de la Nation par Christian Malanga et sa bande le dimanche 19 mai dernier. Les Congolais que nous sommes, nous avons conjuré le recours à la force pour accéder au pouvoir ou pour conserver ce pouvoir. Le mode des élections, le recours aux élections a été choisi comme la meilleure méthode de conquête ou de conservation de pouvoir. Et cela a été stigmatisé dans la plupart des textes que nous avons produits pour ce pays, notamment la loi fondamentale, y compris aussi les codes pénaux, civils et même militaires. Quant aux spéculations sur l'exécution des assaillants par la garde républicaine, Paul Sapou Moukoulou justifie ces faits comme étant une riposte de l'armée nationale, bien que la question des violations des droits de l'homme a été signalée. Lorsqu'il y a ce genre de coups ou de tentatives, parce qu'il n'y a pas un modèle de coup d'État pour dire que voilà, lorsque on commet, on perpétue un coup d'État, il y a des règles à suivre. Non. Dans la plupart des cas, ce sont des actions qui produisent beaucoup de violations de droits de l'homme parce que il y a parfois et souvent perte de vie, qui font ce coup d'État, ne viennent pas en garçons de course, ils sont armés pratiquement jusqu'aux dents et ils attendent à la vie. On a vu sur certaines vidéos un groupe de personnes, d'individus et en tenue militaire, mais qui ne sont pas de l'armée nationale. Prendre d'assaut le palais de la nation et scander des slogans, des cris contre le régime établi, contre les institutions actuelles, des personnes armées jusqu'aux dents. Il y a eu riposte. S'agissant du jugement des personnes arrêtées de nationalité étrangère, la SANDH rassure que la justice congolaise est habilitée de poursuivre ces personnes. Bon, je ne sais pas quel pays réclame au sens vrai du mot, mais lorsque l'État congolais sera officiellement saisi pour qu'on puisse extrader, si vous voulez, ces personnes de nationalité étrangère, nous attendons de voir en ce moment-là toutes ces demandes d'extrader ces personnes et la CNDH va étudier le cas par cas par rapport aux accords qui peuvent lier la RDC à ces États ou ces pays. Et toujours est-il que la justice congolaise est avant tout habilitée de poursuivre de telles personnes. En dépit de tout, la Commission nationale des droits de l'homme attend les résultats des enquêtes pour se prononcer enfin. Après la confirmation de l'investiture du gouvernement souminois par les présidents de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, Maître Eric Bila, cadre du CNARC, pense et a réfléchi à haute voix concernant cette décision, car selon lui, la République ne peut pas être bloquée par un groupe d'individus, il a dit au micro de Alain Goma. Ça bloque au niveau de la gourmandise des politiciens mal intentionnés visant leurs intérêts privés. C'est à ce niveau que ça bloque. Moi, je pense que les intérêts de la République doivent passer avant les intérêts des poches et de tous ces prétendus insatisfaits du gouvernement Judith Tuluka, notre Premier ministre. J'ai fait mienne la position du président Vital Kamerhe et le professeur, un homme d'intelligence incontestable et aussi
expérimenté dans la gestion de cette chambre basse. Et je pense qu'il a dit ça au chef et il va s'assumer. Non, justement, des indécis qui veulent entendre leur voix dans la plus mauvaise façon que cela soit. Donc, il s'agit d'une pétition sans valeur, une pétition révélatrice des intentions mécréantes des personnes qui n'ont que leur poche en politique et leur ventre et leurs copines. Donc ici, je pense qu'après beaucoup de sondages, après la sortie du gouvernement Judith Tuluka, il est renseigné que moyennement la population est satisfaite de l'ossature du casting de ce gouvernement. On leur donne la chance de bien travailler. Et pour ceux qui sont revenus, c'est une occasion de faire mieux qu'avant. Et pour ceux qui s'en tiennent à leur pétition, ça n'a pas une longue vie, c'est des courtes joies, c'est rêves. Et les bourgmestres de la commune d'Engaba, en collaboration avec les collectifs des ingénieurs de l'Union Sacrée, ont organisé le samedi 1er juin une grande activité des collectes de bouteilles en plastique en vue de garnir et encore d'en faire des pavés en plastique et surtout dans l'idée de rendre la commune d'Engaba plus propre. Plus de détails dans cet élément signé Jean-Cy Elengue. Tout est parti du constat selon lequel la recrudescence de l'insalubrité à Kinshasa n'a pas encore dit son dernier mot. D'un côté, les bouteilles et sachets en plastique abandonnés, de l'autre, l'inattention des uns et des autres. Pour pallier à ces fléaux, les collectifs des ingénieurs de l'Union Sacrée, en collaboration avec le bourgmestre de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, se sont résolus de cette vaste campagne de collecte de déchets non biodégradables. La sensibilisation des porte-à-porte de la population a débuté sur l'avenue Kisangani et puis à Kianza et le point de chute était le pont Kianza, toujours dans la commune d'Engaba. Le patron de cette municipalité, M. Francis Lolinga, a saisi l'occasion pour démontrer à la population le bien fondé de cette sensibilisation. On doit prendre des mesures fortes. Ces enfants-là qu'on va arrêter, parce que il y a même un des agresseurs qui est gravement blessé, qui est à l'hôpital. Mais tout cela, je vous dis, on doit les amener à Kanemaka CC. Ce n'est pas des étudiants, c'est des koulounas. On doit les traiter comme tels. Parce que sinon, on va dire oui, c'est des koulounas. Les étudiants, ils ont un avenir. Leur avenir, on voit déjà ce que ça va donner. Et moi, je pense que même les autorités académiques de l'ISTA doivent... Il s'est de rappeler que cette initiative émane des Congolais, membres du collectif des ingénieurs de l'Union Sacrée, qui vise à rendre la vie de Kinshasa plus propre. Et la commune d'Engaba est le premier site sélectionné pour atteindre leur objectif. Malgré la saison sèche, sa visite est une pluie de bénédictions. En plus, le président de la Fondation Maloua a échangé ce mardi avec le conseiller au collège politique de la présidence de la République, Maître Charline Tossi. Les deux personnalités ont évoqué le point concernant une collaboration professionnelle. Le reportage d'Eric Dinonzi et Teresa Tibou. Cette visite de courtoisie resserre le lien de collaboration professionnelle entre le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, et le conseiller au collège politique à la présidence, Maître Charlie Tonsi. Une poignée de main fraternelle suivie des échanges fructueux, tels sont les moments forts de cette rencontre. Le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, a convié son hôte, Maître Charlie Tonsi, à visiter les installations de la Fondation ainsi que de la FM Télévision. À l'issue de la visite, Maître Charlie Tonsi a encouragé le personnel de la FM Télévision au professionnalisme conformément au respect de l'éthique et de la déontologie journalistique. Très flatté, personnellement, parce que c'est un métier que je connais très bien. Et de voir aussi des très beaux plateaux et surtout une jeunesse dévouée et surtout engagée à faire ce travail que moi-même j'ai eu à faire pendant un très bon moment. Et je crois que mes impressions sont bonnes dans vos installations. Je suis très ravi et je pense qu'il faut que vous fassiez comme nous le souhaitons, avoir des informations fouinées, des informations vérifiées pour ne pas tomber tout le temps dans les coups des sanctions de l'UNPC et du CESAC.
Et sur le plan politique, nous pensons que nous sommes déterminés à pouvoir travailler comme médias pour pouvoir changer l'image de notre pays. C'est par cette visite que les deux personnalités ont mis un terme à la rencontre de ces jours. L'agriculture à présent, les Kinois vont désormais consommer les riz produits à Kingaboa, précisément à Kinshasa, une production locale assurée par la coopérative de la riziculture de Kingaboa. L'annonce a été faite par les coordonnateurs de cette structure, Lunke Tumba. Suivez sa réaction au micro d'Alexandre Paul Camagna. Lorsque nous distribuons la semence à nos membres, à la récupération, ce que nous récupérons n'est plus la semence. Donc c'est le riz de consommation. Nous usinons à l'usine et nous commercialisons. Même le ministre lui-même, l'année passée, nous l'avons fait descendre dans les champs. Il nous a visité, il a été émerveillé et il nous a même fait cadeau d'un tracteur que vous avez vu. Et cette année, nous croyons encore avec le nouveau gouvernement et faire aussi davantage pour nous tirer surtout de la catastrophe qui nous attend. Il y a les inondations qui envahissent le terrain. Comme cette année, vous ne voyez que cette petite portion. Or, ordinairement, on va jusqu'à sur 700 hectares. Bon, comme il y a toujours une inondation, vraiment, il faut que le gouvernement intervienne pour qu'il y ait abondance de riz à Kinshasa. Et sport à présent, avant de nous quitter, c'est ce jeudi 6 juin que les Léopards de la RDC affrontent les Lions de la Teranga du Sénégal en match de la 3e journée des éliminatoires mondiales 2026. Sans Sadio Mané, le Sénégal s'attend à un match difficile contre la RDC. Lionel Ngolo. J-2 pour le gros test de Sébastien Desabre et ses hommes. Les Léopards de la RDC jouent les Lions de la Teranga du Sénégal. C'est jeudi 6 juin à Dakar, en match de la 3e journée des éliminatoires mondiales 2024. Après une belle canne réalisée par les Fauves congolais en février dernier et qui ont terminé la course à la 4e position, cette belle performance congolaise n'échappe pas du tout au contrôle des Sénégalais qui s'attend plutôt à un match très engagé. On connaît tous ici, on connaît leur qualité, ils ont fait aussi une très bonne compétition en février en Côte d'Ivoire. Mais voilà, on va d'abord en priorité c'est de leur poser. Et après, forcément, il faudra prendre en compte leur qualité, mais voilà, il faut qu'on soit concentré, rigoureux. Et je pense que si on est à notre meilleur niveau, un grand match jeudi. Pour le faire, les Sénégalais seront privés de leur numéro 10, Sadio Mané, je cité, déclaré forfait. Ses coéquipiers en ont bien conscience. Sadio, voilà, on va pas le présenter. Il est arrivé hier. Mais pendant une semaine, on a travaillé. Hein. Pendant une semaine, on a travaillé. Il y avait quelques joueurs qui étaient absents. On a travaillé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a très bien travaillé. Je pense que, comme vous le savez aussi, le coach, il a vraiment chaque fois des problèmes à faire une liste. Parce qu'il y a vraiment d'excellents joueurs dans cette tanière. C'est vrai que Sadio est irremplaçable. Mais ça sera le moment aussi, je pense, pour certains joueurs de montrer ce qu'ils valent. Et on a beaucoup de qualité. Rappelons que l'effectif congolais est désormais complet au Maroc, où il poursuit sa préparation. Ici est de signaler que la RDC n'a jamais battu le Sénégal à Dakar, ce qui serait un exploit, et si ces derniers arrivaient à le faire. Ce journal est complètement terminé, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie des Ruth Dinonzei avec notre rubrique invité. Restez bien chez vous, vivez 100 ans, sans ce qu'elle n'a le droit d'être erré seul sur la terre. Bye. Recevons déjà notre invité, Maître Charles Ngoï. Il est conseiller de la dynamique nationale pour la promotion des droits des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables. Nous allons parler de cette situation. Est-ce qu'il y a des fissions parmi vos associations? Merci beaucoup, madame. Merci pour l'invitation. D'emblée, je vous dirais que jusque-là, nous, en tant que personnes avec handicap, nous sommes unis. Il n'y a pas de problème. Nous sommes toujours ensemble. Seulement, il y a une frange, un petit groupe de PVH qui sont manipulés par des gens en mal de positionnement, des gens qui ne veulent pas que les personnes avec handicap goûtent au bonheur grâce aux efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous appelons affectueusement les pères novateurs de l'inclusion sociale dans notre pays.
Vous êtes là, vous soutenez la reconduction de la ministre chargée des personnes vivant avec handicap, Maître René Sambo. Oui, effectivement, au fait, nous soutenons sa reconduction. Pourquoi? Parce que elle a un bilan. Lesquels? Parce que ces gens qui ont manifesté disent que la ministre n'a rien fait durant les 5 ans lui accordés. C'est la sous-information, que nous constatons ici à Kinshasa. Parce que vous devez savoir que les portes du ministère sont toujours ouvertes. Et c'est la seule ministre actuellement au Congo qui a travaillé pendant que les autres ministres n'allaient plus au bureau. Même actuellement, si vous allez à son bureau, vous allez la trouver. Même hier, dimanche, toute la journée après l'église, elle a été à son bureau pour recevoir et préparer la cérémonie d'investiture et voir dans quelle mesure elle peut améliorer les sociales et les conditions des personnes avec handicap que nous sommes. Nous allons parler du bilan de Mme Irène Sambo. Premièrement, qu'est-ce qu'elle a fait de concret? Qu'est-ce qu'elle a fait de concret? Je ne serai pas en tant qu'invité du journal pendant 10 minutes pour vous étaler. En résumé. J'y arrive pour vous étaler son bilan élogé, qui parle de lui-même pendant 10 minutes. D'emblée, je vous dirais que le ministère des personnes avec handicap n'a jamais existé. C'est la toute première fois, avec l'avènement de son Excellence Félix Tshisekedi, que les personnes avec handicap ont un ministère qui s'occupe de leur promotion, de leur défense et puis de leur encadrement dans la société. En fait, ce ministère n'a jamais existé, comme je l'ai dit tantôt. Madame n'a pas fait la remise et reprise avec un autre ministre. C'est-à-dire qu'elle est entrée là-bas, on lui a juste présenté un papier, un stylo et une table. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, l'administration, il fallait travailler pour asseoir le cadre légal du ministère, mettre sur pied son administration. Et aujourd'hui, nous avons le secrétariat général, après les ministères, qui nous a été donné par le président de la République. Nous sommes heureux de constater qu'à ce jour, le secteur du handicap est gouvernable maintenant. Nous avons un secrétariat général. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, il y a un recrutement en vue. Il y a au moins 4000 personnes vivant avec handicap qui vont recevoir leur matricule d'ici là. C'est l'occasion de profiter de votre micro pour demander à son Excellence, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, pour qu'il accélère ces processus de signature de l'arrêté portant création, donc implantation de l'administration centrale des personnes avec handicap. Ça commence ici à Kinshasa, ça va s'étendre également dans les 25 provinces de la République démocratique du Congo. En dehors du secrétariat général, nous avons en autre actif la loi portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap. C'est du jamais vu. Nous avons la constitution qui nous régit actuellement, c'est la constitution de 2006. Et l'article 49 est là. Faites le calcul vous-même, depuis 2006 jusqu'à maintenant, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Il a fallu attendre l'avènement de Félix Tshisekedi comme président de la République pour que nous puissions avoir notre propre loi, la loi portant protection et promotion des droits des personnes avec handicap. Mais cette loi elle-même ne pouvait pas directement entrer en danse. Il a fallu mettre ou bien faire un effort pour que cette loi-là obtienne ces mesures d'accompagnement. C'est maintenant chose faite. Nous avons à notre actif, à l'actif du ministère en charge des personnes avec handicap, qui dirige avec brio son Excellence Maître Irène Sambo Diatta, dont aujourd'hui son intelligence et son savoir-faire n'est plus à démontrer. Elle est là, elle a prouvé à la face du monde qu'on peut compter aussi sur une personne avec handicap. Aujourd'hui, nous avons à notre actif 5 décrets. Le premier décret, c'est le décret relatif à la représentativité des personnes vivant avec handicap dans les institutions. Partant des articles 28, 30 et 43 de la loi organique, les personnes vivant avec handicap ont droit
d'être engagés dans les institutions publiques, étatiques. Ça veut dire que pour les postes de nomination, c'est 5%. C'est obligatoire. Donc on ne tergiverse pas. C'est 5%. Et dans le secteur privé, on parle de 3%. Et le 3% dans le secteur privé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans le secteur privé, on va voir ceux-là qui s'emploient dans la défense et la promotion des droits des personnes vivant avec handicap, tel qu'ici dans la Fondation Maloua. Si vous voulez bénéficier de ces décrets-là, hein, qui fixent les taux à 3%, c'est-à-dire que vous devez employer dans votre entreprise quelques personnes vivant avec handicap, dans l'ensemble du personnel que nous puissions avoir aussi 3%. Et c'est du donnant-donnant. Donc dès que vous nous donnez 3%, nous avons aussi un autre décret qui peut aussi aider la fondation à se mouvoir, qui accorde les facilités administratives, qui accorde les facilités fiscales, douanières et financières, et j'en passe. Vous voyez que c'est le bilan de Madame Irène Essam à la tête de ce ministère est vraiment élogié. En dehors de ces deux décrets-là que je viens de vous citer, nous avons le troisième décret, c'est le décret portant organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé FONA, Fonds d'appui à l'accessibilité et à l'autonomisation et l'accessibilité des personnes avec handicap. Vous allez vous souvenir qu'actuellement, les personnes avec handicap qui sont dans le business éprouvent pas mal de difficultés. Elles ne sont plus crédibles vis-à-vis des banques. On ne veut pas leur octroyer des crédits sous prétexte que s'ils ne payent pas, ça sera difficile de les faire arrêter et tout ça. C'est pourquoi le gouvernement de la République, hein, qui chapeaute le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, vient de mettre à notre disposition un décret qui va créer ces fonds-là. Et ces fonds-là sera là pour soutenir les projets des personnes vivant avec handicap. Vous allez comprendre que ce fonds est divisé en deux parties. On parle du fonds et puis on parle de l'accessibilité. Côté accessibilité, vous entendez par l'accessibilité sur le plan sanitaire, accessibilité sur le plan des infrastructures, parce qu'à ce jour, il y a certaines personnes qui construisent sans tenir compte de l'accessibilité des personnes vivant avec handicap dans leurs infrastructures. Pour ce qui est des infrastructures publiques, par exemple, on parle de l'accessibilité, c'est-à-dire que dès que vous construisez votre immeuble, vous devez prévoir tout ce qui peut faciliter l'accessibilité, donc l'accessibilité dans votre immeuble, personnes vivant handicap. Mais pour ceux-là qui ont déjà construit, il y a un moratoire de 3 ans qu'on leur a accordé pour qu'ils se mettent en règle avec ces décrets ici. Mais tout cela qui ne voudront pas peut-être donc s'adapter, il y a donc ces décrets assortis des dispositions pénales. Des dispositions pénales, il y a ce qu'on appelle l'indemnité compensatoire du handicap. Parce que là, nous n'allons pas tergiverser. Et nous informons qu'il y a déjà une concession des personnes vivant avec handicap, des avocats, personnes vivant avec handicap qui sont là et qui seront déployés sur toute l'étendue de la République pour essayer un peu de suivre tous ces cas de violation. Je vous informe aussi que ces décrets ici, ce ne sont pas des décrets comme les gens le disent, que non, c'est de la théorie. Oui, c'est de la théorie, mais quand vous voulez construire une maison, madame, vous commencez par un projet. Oui. Vous n'allez pas directement acheter les briques. Vous concevez vous-même un projet. Vous faites appel à un architecte. Et l'architecte, les maçons, on vous fait les devis. Vous allez acheter tout ce qu'il faut, les briques, machin, pour qu'on commence la construction. C'est ce que nous sommes en train de faire. L'architecture pour la gouvernance du secteur handicap est bien en place maintenant. Et nous sommes en train de faire, donc le ministère est en train de tout faire pour que maintenant, cette fois-ci, que les personnes vivant avec handicap puissent maintenant savourer au bonheur de l'inclusion sociale. Très bien. Je veux prendre une précision dans vos propos. Vous avez parlé du décret portant représentativité des personnes vivant avec handicap dans les institutions, dans les entreprises publiques. Mais il y a parmi les revendications de cette minorité d'associations qui heureusement, vous le dites, de cette minorité. Qui vient revendiquer dans la rue. Il parle de poste d'élection, par exemple à l'Assemblée nationale, il faut qu'il y ait un quota des personnes vivant avec handicap. Que dit la loi à cet effet? Non, en fait, nous ne devons pas faire la confusion là-dessus. Le décret portant représentativité des personnes vivant avec handicap dans les institutions concerne seulement pour le poste de nomination, pas pour le poste électif.
Ça veut dire quoi? Vous l'avez vous-même expérimenté au cours des élections, parce qu'il n'y a aucune personne avec handicap qui est passée comme député national, provincial, même pas local. Nous avons compétit comme personne à part entière de la société congolaise. Mais là où nous martelons, c'est quand on parle des postes de nomination. Tout à fait. Je prends l'exemple dans le gouvernement de Madame Judith Souminois, que je remercie pour avoir reconduit Maître Irène Essambo Diata en qualité de ministre en charge des personnes avec handicap. Si on fait les calculs, 5% de 55 ministères, ça fait combien? Nous devrions avoir à peu près 2 ministères. Mais Dieu merci, nous sommes au début, mais nous allons encore suivre de près la situation pour que ces dispositions-là soient respectées dans les provinces. Non seulement dans la formation du gouvernement provinciaux, mais aussi dans tous les postes de nomination, dans les cabinets, partout. Nous devons avoir des personnes avec handicap. Aujourd'hui, on parle de l'emploi. Le ministère en charge des personnes avec handicap n'est pas un ministère qui est là pour créer de l'emploi. Nous avons le ministère en charge de l'emploi. Quand on crée l'emploi, c'est-à-dire que même les personnes avec handicap peuvent être bénéficiaires. Donc, elles sont aussi concernées. Elles sont aussi concernées. Mais notre ministère, Madame la ministre, a pris tout son temps pour mettre un peu un cadre, pour préparer le cadre légal du ministère. Nous avons le ministère, nous avons le secrétariat général, nous avons la loi organique, nous avons les 5 décrets portant mesures d'accompagnement de la loi organique. C'est déjà une grande chose. Et nous avons même commencé son exécution avec le recrutement de près de 4000 personnes vivant avec handicap qui vont recevoir leur matricule d'ici là. C'est du jamais vu. Nous remercions beaucoup le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour tout ce qu'il est en train de faire en faveur de la personne vivant avec handicap. C'est du jamais vu dans ces pays. Maître Charles Ngoyi, quelques mots à adresser aux associations qui pensent qu'il faut descendre dans la rue pour protester contre la reconduction de Maître Irène Essambo. Oui, madame, vous savez, le droit de manifester est reconnu par la Constitution. On ne peut pas les en vouloir, on peut pas leur interdire, mais tout ce que nous demandons est qu'ils doivent avoir un esprit de jugeote. Un esprit de jugeote. Les Congos, notre pays, traverse une période un peu particulière de son histoire avec l'agression à l'est de la République. D'ailleurs, je vous informe que pendant cette agression, pendant cette guerre qui nous a imposé injustement, la plupart des victimes sont des personnes avec handicap. Parce que là où une personne valide peut marcher, nous sommes obligés de courir. Et vous suivez l'actualité comme tout le monde, ce n'est pas le moment. Nous, en tant que personnes vivant avec handicap, nous accompagnons les personnes et donnons le président de la République dans cet effort de rétablissement de la paix dans l'Ouest de la République. Ce n'est pas le moment est très mal choisi. Madame Irène vient d'être reconduite, elle reste ministre de toutes les personnes vivant avec handicap. Qu'elles viennent de gauche ou bien de droite, elle reste ministre nationale de toutes les personnes vivant avec handicap. Et ses portes sont ouvertes pour recevoir tout le monde. Alors nous allons tirer un peu une sonnette d'alarme à tous ces politiciens-là en mal de positionnement qui laissent de secouer les cocotiers des personnes avec handicap. Très bien. Qui laissent de les amener dans la rue à cause des miettes. Ces gens-là, la période de la charité est dévolue avec Maître Irène Essambo parce que maintenant, les personnes avec handicap ont le droit d'apporter un plus dans la reconstruction de notre pays. Elles ne sont pas là pour qu'on les amène à manger. Non. Ils doivent assumer leurs responsabilités dans la société en tant que citoyens à part entière de la République démocratique du Congo. Voilà un peu tout ce que je peux dire par rapport au message que vous avez demandé. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes à la fin de cet entretien. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Maître Charles Ngoyi. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci aussi.